On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. À l'âge de 37 ans, lors d'un barbecue en famille, Priscilla est soudainement victime de troubles de la vision. Transportée aux urgences, elle découvre alors qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau. Après une opération compliquée, elle sombre dans une profonde dépression qui l'amène à entreprendre une thérapie. Et c'est au fil de ces séances que les souvenirs enfouis de ce qui s'est réellement passé pendant l'opération vont refaire surface et bouleverser sa vie à tout jamais. Cette histoire s'intitule Expérience de mort imminente. Moi, je m'appelle Priscilla, j'ai 41 ans, j'ai un enfant et en fait, j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2022 lors d'une opération sur une tumeur cérébrale. Je suis née dans le sud-ouest, à Pau. J'ai un frère et une demi-sœur. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 7 ans et puis ensuite, j'ai régulièrement déménagé partout en France puisque ma mère s'est remariée et en fait, aujourd'hui, j'habite à Besançon en Franche-Comté. Moi, j'ai vécu dans une famille qui n'était pas du tout ni croyante, ni orientée sur la religion catholique ou autre. Mes parents se sont baptisés, mais c'était un choix de leur part à tous les deux. Ma première expérience étrange, c'est à l'âge de 7 ans. Ma mère avait une amie qui vivait dans une vieille maison. C'était des maisons qui étaient un peu jumelées. Il y en avait 3 en fait, et elle était au milieu. Et on passait régulièrement notre temps là-bas. Et je me souviens qu'il y avait eu une fête où ils avaient emménagé une chambre à l'étage avec tous les enfants dans la même pièce. Dans cette chambre, on était plusieurs enfants. Alors honnêtement, je pense qu'on devait être 7 ou 8 à dormir sur des matelas par terre avec des couvertures. Le soir, je me suis couchée, alors il devait être très très tard, parce que j'ai pas la notion du temps à cet âge-là. Et en fait, on est venu me faire des chatouilles au niveau de mes pieds. La couverture a été retirée et ça m'a réveillée. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un fantôme, un vieux papy avec un béret. Et il rigolait et il voulait me faire rire. Sauf que moi, en le voyant, je me suis mise à hurler, mais à hurler. Et je me souviens que les adultes étaient encore en bas en train de discuter avec de la musique, etc. Et j'ai eu peur, personne ne m'a vue, je suis descendue et je suis allée dormir dans la voiture de mes parents toute la nuit. J'ai appris il y a pas longtemps, donc là en 2025, en discutant avec mon père, qu'il y a 2 autres enfants qui étaient là ce soir-là, qui ont vu la même chose. Cette maison-là, je pense qu'en fait, elle est hantée par ce vieux monsieur. Alors, je sais pas si c'est un ancien habitant ou autre chose, mais il y a d'autres enfants qui ont rapporté ça à mon père. Donc il y avait bien un fantôme dans la maison. À l'âge de 7 ans, j'ai vu ça, mais j'ai mis ça de côté. Et puis, tu sais, on n'en parlait pas tellement. Moi, quand j'étais jeune, déjà, on n'avait pas trop le droit à la parole. Et puis, j'ai aussi eu des rêves prémonitoires à l'adolescence. Je dirais aux alentours de entre 12 et 15 ans. En fait, j'avais des âmes de personnes qui venaient me voir la nuit. Et il y a mon grand-père paternel qui est venu, en fait, la nuit où il est décédé. J'ai eu aussi une autre grand-mère, donc c'était la grand-mère du voisin en dessous, de là où on habitait. Et ces 2 grands-parents, en fait, le mien et l'autre, sont morts pendant la nuit où ils sont venus me voir. Et je me souviens que la grand-mère du voisin, je suis allée voir ma mère, elle était en train d'étendre le linge, et je lui ai dit, écoute, faut que je te dise quelque chose, cette nuit, la grand-mère du voisin est venue me voir, mais je savais encore pas qu'en fait qu'elle était morte. Donc je lui ai raconté ce qu'elle était venue me dire, et qu'elle allait mourir. Et effectivement, en fait, elle est décédée, on l'a su quelques jours plus tard, qu'elle était décédée pendant la nuit, en fait, la même nuit. Et mon grand-père, c'est pareil.
Moi, j'ai surtout eu ultra peur parce que déjà, je savais pas trop ce qui passait la nuit, mais je me réveillais, j'avais déjà, si tu veux, toutes les sensations, les émotions physiques, les sensations, je les avais sur le corps. En fait, ça me poursuivait pendant des jours et ça me traumatisait un peu, donc mon cerveau a choisi d'oublier, en fait. Donc moi, j'ai mis ça dans une boîte et je disais toujours, de toute façon, ce genre de choses, je me le disais à moi-même, je le mets dans une boîte et je le ferme dans ma tête. Comme les émotions, en fait. Tu vois, la génération des années 80 où on dit pas les choses et on les met dans une boîte et on les enferme. Au niveau du cerveau, quoi. Pendant mon enfance, j'ai été témoin de violences verbales de la part de mon père envers ma mère et à plusieurs reprises. Je vais pas rentrer dans les détails, ça a été jusqu'au point où à mes 14 ans, j'ai décidé de couper les ponts avec lui. Je l'ai revu ensuite à mes 35 ans où là, j'ai décidé de renouer le contact avec lui. En 2022, j'ai une vie comme tout le monde. Je travaille, je suis gestionnaire de paye dans un gros groupe de la région. Je suis mariée, en fait, je me suis mariée en 2020. Je suis en recomposition familiale avec quelqu'un qui a 2 enfants. Et on a donc 3 enfants dans une maison, dans un village. Je vais au travail tous les jours. J'ai une vie tout à fait normale, je pars en vacances. Voilà. Tout va bien, mariée, des enfants, une vie normale. Un jour, il m'arrive que je me lève le matin et je commence à plus pouvoir me maquiller au niveau de mes yeux. Je ne peux plus cligner mes yeux. Au bout de 5 jours, je me retrouve vraiment paralysée sur le visage à gauche. Mon ancienne meilleure amie me dit « Il faut que tu ailles aux urgences. C'est pas possible, tu peux pas rester comme ça. Si tu fais un AVC, tu vas finir par y passer. » Donc je finis par aller aux urgences le 6e jour. En plus, ce jour-là, j'avais organisé un barbecue le soir. Mon frère devait nous rejoindre. Mon père était là depuis quelques jours. Mon père est revenu en fait pour la première fois depuis qu'on se reparlait et ça tombait vraiment super mal. Et je me retrouve à attendre 11 heures aux urgences. Et je fais une IRM où on découvre en fait que j'ai un zona sur le cerveau, ce qui explique ma paralysie faciale. Donc c'est pas grave puisque ça part avec de la cortisone à haute dose. Et ensuite, ils découvrent que j'ai une tumeur cérébrale de 4 cm par 3,8 cm dans ma tête. Le lendemain, j'ai le droit à une ponction lombaire, à tous les examens pas possibles, examen d'ophtalmologie. Ils viennent voir ma pression intracrânienne, voir si je suis opérée dès le dimanche ou pas. Si c'est urgent à la minute ou si c'est urgent dans les mois qui viennent. Et à 21h, on m'autorise à sortir puisque la pression intracrânienne ne va pas provoquer une rupture ni autre chose, donc on me laisse partir. Jusqu'au lundi, où là j'ai un rendez-vous avec la neurochirurgienne. Et là, on apprend que si je me fais pas opérer, je passe pas Noël en fait. Sachant que oui, il y a des risques de paralysie physique partielle. Il y a aussi un risque alors surtout sur la partie du tronc, c'est-à-dire de la taille jusqu'au-dessus de ma tête. C'est là où j'ai le plus de risque d'être paralysée. Ensuite, je peux aussi ne pas marcher, mais elle me dit que c'est moindre en fait suivant là où ça se trouve, puisque j'ai une tumeur qui est je suis en sphénoïdale, c'est-à-dire que c'est la grande aile sphénoïdale derrière mon œil gauche. Donc c'est en haut en fait, c'est une des parties les plus compliquées lors des opérations. Je suis presque en frontal, je suis pas loin du frontal. Ensuite, j'ai tout ce qui est perte de langage, de compréhension, la mémoire aussi. Je suis rentrée à l'hôpital le 9 août 2022, où là, en fait, j'ai fait une angiographie. Parce que avant l'opération, on est venu me mettre des clips, des clips en métal, je sais pas comment ça s'appelle, pour couper certaines artères veines qui sont inutiles dans la tête pour éviter une hémorragie cérébrale pendant l'opération. Parce que c'est un des risques qu'ils connaissent, c'est les hémorragies. Donc je fais l'angiographie et où là je ne suis pas anesthésiée puisqu'ils me proposent de faire 1h30 sans être endormie. Normalement c'est 45 minutes comme ça avec de la morphine et 45 minutes en anesthésie générale. Moi je me dis j'ai une grosse opération, moi j'ai d'anesthésie mieux c'est, donc la deuxième partie de l'angiographie ils te font passer une caméra dans ton artère fémorale. Quand ils sont arrivés dans mon cerveau, ils m'ont pas endormi, donc ils m'ont remis une dose de morphine. Je planais total. Vraiment, je planais total. J'ai bien rigolé jusqu'au moment où, avec la caméra, ils ont touché le méningiome, en fait. Un méningiome, c'est comme la méninge, en fait. C'est ce qui entoure le cerveau et qui protège le cerveau. C'est relié à tout ce qui est au niveau des nerfs. Et là, j'ai été paralysée de douleur de tout le corps. En fait, j'ai eu une paralysie instantanée qui a duré peut-être 5 secondes. J'ai hurlé la mort. Donc là, ils m'ont remis une 3e dose de morphine.
Le gars a arrêté, il a dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai mis les clips, j'arrête. Je vais pas vous mettre plus dans la douleur que ça. J'ai passé pratiquement la journée en salle de réveil. Et puis ensuite, j'ai été dans ma chambre. Et le lendemain matin, 7h30, j'étais au bloc pour la tumeur cérébrale. L'opération a duré 18 heures. Pour ouvrir le crâne, on utilise un trépan. Donc c'est comme une petite perceuse avec un embout qui est tout petit. Elle m'a expliqué qu'elle allait faire une ouverture, peut-être une deuxième petite ouverture et un découpage en faisant un volet osseux. Voilà, en gros, elle me disait 4 à 5 cm. Quand je me suis réveillée en vomissant mes tripes. Et là, je me rends compte que dans ma tête, j'ai la sensation d'avoir un trou à gauche. Je suis dans un corps comme si c'était pas le mien. Et moi, j'étais un peu obsédée par la paralysie physique, si tu veux. Parce que j'ai cru que j'allais être paralysée, quoi. De le raconter, si tu veux, ça remonte les trucs. Et j'ai eu peur de la paralysie physique. Parce qu'on m'a dit que ça pouvait être physique permanent, en fait. Même si c'est à l'extérieur du cerveau, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est une des opérations les plus importantes. Cerveau, cœur, c'est des opérations qui sont très lourdes. Je me suis réveillée et j'ai même pas eu la capacité de me dire est-ce que je suis paralysée ? Parce que j'avais comme un trou dans ma tête à gauche et je voyais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et il y avait personne, en fait, j'étais seule. J'étais toute seule. La pièce était toute blanche et je me suis dit putain, je suis au paradis. Mais c'est dégueulasse le paradis, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait une horloge et je me suis dit mais pourquoi il y a une horloge au paradis ? C'est bizarre. Et j'avais même pas la force de lever mes mains, je pouvais pas. J'étais figée dans mon corps, en fait. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce et là j'ai dit mais je suis au paradis ? Je sais pas ce que je lui ai dit parce que je parlais pas correctement, j'ai perdu ma compréhension et le langage, en fait, j'ai perdu la mémoire. La mémoire de travail. Et, au début, j'avais perdu un peu la mémoire dans le temps. Si tu veux, je me souvenais pas de tout ce qui était immédiat. Tu vois, ce qui s'était passé les 3-4 jours avant, je me souvenais pas. Sur le moment, je savais pas. Et le gars me dit, je m'appelle, je comprends qu'il me dit Alan. Et je lui dis, ouais, bonjour Alan. Et en fait, il m'a dit, alors je l'ai su après. Là, au lieu de dire bonjour, j'ai dit chapeau. J'ai dit chapeau Alan. Mais en fait, il s'appelait pas Alan du tout. Et je me souviens même pas comment il s'appelait, mais je sais que c'était pas ça. C'est écrit dans le dossier et les gens qui rentraient, il y a eu une autre personne, et je disais mais est-ce que je suis au paradis ? Et personne ne m'a répondu et ce mec-là, il m'a pas répondu et je dis mais pourquoi il me répond pas ? Mais en fait, il comprenait pas ce que je disais. En fait, je me souviens qu'il me piquait la jambe droite pour l'anti-vomitif, pour arrêter les vomissements parce qu'en fait, j'arrêtais pas de vomir. Il m'a dit calmez-vous. Ça m'a calmé les vomissements, mais ça allait reprovoquer 10 minutes après. En fait, c'était sans cesse. Et ensuite, il m'a dit je vais vous rendormir. En fait, il m'a refait une piqûre. J'avais très très mal aux cuisses. Et quand j'ai été réveillée, parce qu'en fait, on le sait, quand on est opéré du cerveau, tu es réveillée régulièrement toutes les 2 heures pour qu'on vienne te palper le corps pour savoir si tu as des paralysies, pour voir l'état de tes pupilles. Donc, on vient te tirer les yeux et puis voir comment sont tes pupilles. Et on vient te parler pour voir si tu entends. On vient te poser des questions. Et je comprenais rien ce qu'il disait. Et en fait, il m'a rendormie. Et quand ils m'ont réveillée au bout de 2 heures, là, il y avait genre 10 personnes dans ma chambre. Et j'ai fait, qu'est-ce qui se passe ? À moi-même, tu vois, sans ouvrir la bouche, j'avais pas de force, j'avais 0 force. Et la neurochirurgienne, en fait, j'ai vu, tu sais, comme les bébés dans un landau. J'ai vu sa tête comme ça, devant moi, elle me parlait, mais je dis, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Je comprenais rien. Elle s'est repenchée, je lui ai dit, vous me comprenez ? Elle m'a dit, non, je comprends pas. Et là, j'ai dit, putain, je suis enfermée dans mon corps. Comment je vais faire ? On me comprend pas, je suis dans la merde. Elle me dit maintenant il faut vous reposer, la tumeur est entièrement enlevée, dites-vous que ça va revenir, moi j'en suis sûre que ça va revenir. Et là hop, piqûre, paf, on me rendort. Et j'avais aussi une piqûre pour me réveiller, en fait on me réveillait avec une piqûre aussi, donc j'avais les cuisses après j'étais dans un état pas possible. À chaque fois qu'on me réveillait, je vomissais, donc j'avais la piqûre anti-vomitif. Et je me souviens que sur l'horloge, j'ai cru voir l'heure, je crois qu'il devait être 7h du matin, et à nouveau la neurochirurgienne là avec son équipe, je te promets, mais je pense qu'ils étaient, mais peut-être pas 10, mais ils étaient 8 quoi. Et j'avais plein de gens autour de moi, et il y a quelqu'un qui me touchait partout sur le corps, j'avais quelqu'un qui m'ouvrait les yeux, j'avais quelqu'un qui notait sur un calepin, la neurochirurgienne qui parlait, mais je comprenais pas tout ce qu'elle disait, j'entendais il faut faire des analyses, j'avais mon pronostic vital qui était engagé en fait. Je l'ai pas compris. Ça a duré comme ça jusqu'au vendredi soir, quoi. Après, à force de dormir, si tu veux, j'ai commencé à récupérer
quand même la compréhension de ce que eux me disaient, même si j'avais pas la parole qui était correcte. Niveau physique, j'ai rien perdu, aucune. J'ai pas eu de paralysie. Donc là-dessus, j'étais très soulagée, mais je savais pas ce qu'il allait avoir après, en fait. Donc je suis retournée dans ma chambre, impossible de me lever, impossible, j'avais pas le droit, hein. Impossible de regarder mon téléphone, j'ai voulu le prendre, j'ai pas pu. Je n'avais plus de pensée dans ma tête. En fait, la seule chose, c'est que quand quelqu'un rentrait dans ma chambre, la seule chose qui m'obsédait, c'était de savoir est-ce que la tumeur est partie en entier, est-ce que on comprend ce que je dis et est-ce que je comprends ce qu'on me dit. Ça s'arrêtait là. Ça a été franchement la descente aux enfers. Du moment où je suis revenue dans ma chambre d'hôpital, c'était la descente aux enfers parce que dès que je parlais de l'opération, je pleurais en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais aussi soulagée d'être de l'autre côté. Tu vois, j'ai plus la tumeur qui me mange ma tête, quoi. Et j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer chez moi parce qu'à l'hôpital, c'est difficile de dormir. J'ai eu un contrôle cérébral fin septembre. Et là, ça a été la douche froide parce que j'ai appris que la tumeur n'avait pas été enlevée en entier. Elle m'a menti, en fait. J'ai eu une descente aux enfers parce que je me suis dit que j'ai encore la bête qui est en train de me bouffer le cerveau et tout ça pour ça. J'ai eu quand même 35 agrafes dans la tête, jusqu'à mon oreille, donc faut savoir que j'ai eu la tête coupée en deux. Et t'apprends que la tumeur est là, tu dis c'est pas possible, il va falloir que j'y repasse un jour, c'est pas possible. Ou que je fasse de la radiothérapie, j'en étais malade. Elle m'a dit mais non, vous inquiétez pas, j'ai brûlé la racine, le méningiome je l'ai brûlé, etc. Je l'ai cautérisé, bon. Donc je l'ai cru. Tout est revenu à la normale, mais moi, psychologiquement ça allait pas. En fait, moi, j'ai eu un gros down. Après ça, j'arrivais pas à remonter la pente. J'allais chez la kiné, je pleurais. Je faisais que dormir. J'ai regardé, j'avais noté sur un carnet, je dormais 20 heures sur 24, en fait, après l'opération. La deuxième quinzaine d'octobre 2022, j'ai demandé un suivi psy à l'hôpital parce que j'y arrivais plus, en fait. Donc, on m'a dit OK. Donc, au début, j'allais en taxi à l'hôpital parce que j'allais en taxi partout. J'allais voir la psy, je la voyais toutes les semaines, plus la kiné, et c'était hyper éprouvant physiquement. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des remontées. Je croyais que je faisais des cauchemars de choses. Quand j'étais petite, je me suis dit, tiens, je fais des cauchemars bizarres. Et j'ai commencé à parler à la psy. En fait, les cauchemars, c'était pas des cauchemars. C'était ma vie entre mes 6 et mes 9 ans. Alors, à part des événements ponctuels, comme tu vois, le coup du fantôme, si tu me disais, mais t'as fait quoi de 8 à 9 et demi? Je me souvenais de rien. Trou de mémoire total. J'ai appris plus tard que j'avais fait une dissociation, en fait. C'est pour ça que j'avais pas de souvenirs. Mais vu qu'on m'a opérée, je me suis réveillée et j'avais des cauchemars. Et je dis à la psy, mais je vois des trucs, je sais pas ce que c'est. Elle m'a dit, mais non, mais en fait, je crois que ça fait partie de votre vie. Donc elle a creusé. Et en fait, je me suis rendu compte que, y a des choses qui sont ressorties de cette période-là. J'avais tout cristallisé à l'intérieur de mon corps. J'ai appris que j'avais subi des attouchements, des abus, en fait. Je le savais au fond de moi, mais je le savais pas parce que j'ai dissocié, en fait, et je l'ai repris en pleine face. Je me rends compte que je vis avec un homme violent, qui ne me respecte pas, qui ne me soutient pas du tout dans cette épreuve. C'est comme si, en fait, j'avais vécu avec un filtre devant les yeux depuis le début de ma relation avec lui. Je rentrerai pas dans les détails, mais j'en ai vraiment bavé, j'ai même eu très peur à certains moments. Et c'est comme si cette opération, elle m'avait enlevé un voile devant mes yeux en me disant, mais regarde où tu es, regarde avec qui tu vis, regarde comment tu vis, regarde ta vie, comment tu l'as subie, tu vois. Donc le post-op, si tu veux, il a été hyper dur entre la convalescence, la tumeur, tout ça. C'était du hard de chez hard. Le suivi psy, c'est ultra important dans une vie. Des fois, on n'a pas envie d'y aller, mais ça dévoile aussi plein de choses, en fait. L'opération, moi, ça a été le point de rupture de ma vie. À partir de janvier 2023, j'ai commencé à entendre des voix. J'ai commencé à avoir des odeurs dans le nez. J'ai eu un petit peu des odeurs de cigarettes. Et en fait, quand la psy, je lui ai dit, j'entends des voix. Et je lui ai dit, je crois que je suis folle. Elle m'a posé plein de questions et du coup, je lui ai raconté des choses de ce que j'entendais, comment ça se passait dans ma tête, dans mon corps, etc. Elle a creusé. Et je lui ai dit, je veux un bilan. Elle me dit, mais un bilan de quoi? Je lui ai dit, je veux savoir si je suis folle. Elle me dit, mais vous êtes pas folle. Elle me dit, ça fait quand même un moment, ça fait 8 mois que je vous vois, vous êtes pas folle. Sinon, vous auriez été transférée je vous aurais transféré vers un psychiatre et puis des médicaments, etc. C'est pas du tout le cas. Au fur et à mesure des séances, à force de creuser dans mes souvenirs, je commence à lui raconter des choses que je pense avoir vécues en fait pendant mon opération, comme des souvenirs étranges et je ne sais pas trop quoi en penser. Et un jour, elle me dit, je crois que vous avez fait une EMI. Je n'avais jamais entendu parler de ça, donc en fait, elle me conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube. Elle me donne une liste et elle me dit, on en reparlera à la prochaine séance.
Et j'ai mis une vidéo un jour, première vidéo que j'ai trouvée, et je crois que ça doit être une télé suisse, il me semble, je crois, je sais plus, c'est une des premières sur YouTube. Et là, j'ai mis la vidéo qui dure, je sais pas, je suis restée au moins 2 heures devant, et là, je me suis effondrée, en fait. Parce qu'en écoutant cette vidéo, j'ai dit, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est la même chose. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Quand je l'ai revu plusieurs rendez-vous après, je lui ai dit, écoutez, j'ai vu une vidéo, j'ai pas regardé les autres, et j'ai dit, waouh. Et là, elle me dit, bah maintenant, vous allez me raconter à moi tout ce dont vous vous souvenez de A à Z. Et là, je lui ai raconté, donc je me suis mise à pleurer. Elle s'est arrêtée, elle me dit, mais c'est extraordinaire, en fait. Ce qui vous est arrivé, c'est extraordinaire. Donc moi, pendant l'opération, je sens que je sors par ma tête. Ça, je le sens. Tu sais, un peu comme dans Casper, tu vois. Comme les fantômes, ils font, tu sais, qui finissent par la pointe, tu vois un peu le truc. Je sors, je me retrouve au-dessus de la lampe d'opération. Je vois mon cerveau, une fois qu'ils ont découpé et qu'ils ont maintenu la peau, etc., je vois l'intérieur. Je vois qu'il y a une machine et je vois que la neurochirurgienne, elle demande à ce qu'on arrête la musique parce qu'il y a une musique classique qui tourne. Ensuite, elle s'énerve, mais c'est pas quelqu'un qui s'énerve en hurlant, tu vois. Elle est très concentrée. Tout d'un coup, elle dit stop, ça suffit. Maintenant, tu vas m'écouter. Donc, elle parle à une autre femme. Elle pose toutes les deux tous les outils et elle dit maintenant, on reprend le protocole, on fait les choses correctement, une par une, et c'est moi qui vais guider. Tu vas écouter ce que je dis. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était pas normal, mais je sais pas quoi. Et de là, en fait, tout d'un coup, je me sens aspirée par l'arrière, par le dos, comme une aspiration, comme un aspirateur, en fait. Par une lumière qui est dans mon dos. Parce que ce qui est dingue, c'est que je sens que je suis aspirée par derrière, mais je vois la lumière. Tu vois, je suis en 360. Et je suis tirée en arrière. Et tout d'un coup, je me retrouve comme si j'étais de face. Mais je sens tout ce qui est autour de moi. En fait, sur mon corps, je ressens et j'entends. Mes yeux sont absorbés par la lumière, mais je ressens tout. Et je sens que je traverse un tunnel. J'entends de l'eau qui goutte. Je sens qu'il y a des choses qui essayent d'attraper mes pieds, mais on n'a pas de pieds, on est d'accord, je n'ai pas de corps, en fait. Mais comme si la fin de mon âme, le bout de mon âme, on essaie de m'attraper, et je vole, en fait. Je vole vers cette lumière-là, à une vitesse impressionnante, mais j'ai le temps de tout entendre, de tout ressentir, de tout voir, de tout, tu vois, tout est là, quoi. Et ensuite, je suis projetée dans cette lumière, où là, j'arrive dans une lumière qui est blanche, qui est enveloppante, qui est réconfortante, qui est pleine d'amour, qui est rassurante. C'est comme si on me faisait un câlin, mais avec les gens de la Terre entière, quoi. Mais c'est encore mieux que ça. En fait, ça n'existe pas sur Terre. Et la lumière est très, très lumineuse. Ça fait comme si tu avais le soleil, sauf que ça brûle pas. C'est chaud, c'est chaleureux, et elle t'attire et elle t'apaise. Vraiment la sérénité, tu vois, dans ton corps. Mais j'ai pas de corps. En fait, c'est ça qui est compliqué à expliquer. Et là, j'arrive et je vois devant moi, ça ressemble à un nuage avec des couleurs comme les couleurs de l'arc-en-ciel, très pastel, très étincelant, très lumineux. Donc dans cette lumière blanche, j'ai toutes ces couleurs qui sont devant moi. Et là, je ressens que je suis avec plus de 1000 âmes, tu vois. Vraiment, mais ils sont hyper nombreux. C'est l'amour de cette lumière plus de ça qui viennent me donner cet amour-là. Ils m'ont dit, on te montre l'amour que tu ne connais pas. Et c'est tellement bon, mais tu vois, là, tout ce qui est jalousie, ça n'existe pas, en fait. Là où je suis, ça n'existe pas. Dans les couleurs, il y a quelque chose qui s'avance, une énergie qui s'avance vers moi et qui me dit... alors, ils le disent pas comme ça, si tu veux, c'est en télépathie, tu vois. Ils me disent, on va te montrer ce que tu as fait, tu vas voir. Et là, j'ai ma vie qui me défile en mode diapositive, mais pareil, à une vitesse impressionnante. Si tu veux, je pars en arrière et je repars en avant. Je le vois dans un sens et dans l'autre. Je fais 37-0-0-37. Et je vois tout ce que j'ai fait, et même les personnes les plus insignifiantes, je les vois. Tu sais, mais même la personne à qui tu dis bonjour dans l'ascenseur, la personne que tu croises dans la rue à qui tu dis bonjour, en fait, tu vois tout en détail. Et ça fait comme si j'étais dans un film et que je revoyais ma vie, comme dans les films, en fait, de manière accélérée. Et là, en fait, je leur dis que je veux aller avec eux. Et là, ils me disent, mais qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu penses de ta vie ? Et là, je dis, en fait, j'ai tout raté, quoi. Donc eux, ils sont beaucoup plus sympas que moi avec moi-même, puisqu'ils me font comprendre que j'ai pas tout raté.
en fait, j'ai une deuxième chance. Et je dis, mais une deuxième chance de quoi? Et ils me disent, avec ton fils. Parce que avec mon fils, si tu veux, quand il était petit, je passais mon temps au travail, je passais mon temps... tu sais, dans la vie d'aujourd'hui, tu profites pas de tes enfants, en fait. Tu les poses à la crèche, tu les poses à l'école, tu les récupères le soir, tu les vois jamais, tes gamins, en fait. Et moi, j'étais vraiment pas dans une optique de je suis maman pour être maman à 100%, etc. Et moi, je considère que ça, je l'ai pas réussi. Je dis, je viens avec vous. Parce que si tu veux, ils sont tellement bons, ça fait tellement du bien que j'ai avancé. Celui qui était devant moi, pour moi c'était une énergie masculine, il m'a dit non, tu dois y aller, tu dois repartir. Et je lui ai dit non, je veux pas repartir en fait. Donc je me ravance. Et là, à ce moment-là, il y a une force qui descend, mais qui est vraiment beaucoup plus grande, immense, qui est lumineuse, qui est un petit peu plus jaune que la lumière blanche, qui est une force, mais une force sur Terre, ça n'existe pas. Il y a des puissances, on soupçonne même pas ce qui existe en fait. Avant mon EMI, je n'étais pas croyante, mais aujourd'hui, je crois en une divinité, en un Seigneur. Et honnêtement, je pense aujourd'hui que c'est lui que j'ai vu. Et le nuage, c'était une unicité en fait avec toutes les âmes réunies au plus grand nombre. On est qu'un en fait, on est un. On est tous un. Et on est tous un dans toutes les dimensions. Et c'est extraordinaire parce que je pense que je suis montée clairement à la source. Alors peut-être qu'il y en a encore après, tu vois, il y a peut-être encore d'autres choses, mais je trouve que c'est extraordinaire où je suis allée. Et quand il est venu devant moi, il m'a dit, on te donne une deuxième chance, prends-la, vas-y. Et je lui ai dit non. Et il m'a dit, on sait que tu es buté, tu es quelqu'un t'as du caractère, quoi. Et là, j'ai été propulsée comme si j'avais eu une main, mais une force, je te promets, mais sur Terre, ça n'existe pas. Mais toujours, lui, il est dans l'amour comme les autres. C'est le même amour. Il n'y a pas plus ou moins de puissance, c'est pareil. Mais il a une puissance dans sa force. J'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix, moi, je voulais pas revenir. Et là, il m'a projeté au niveau de la poitrine, j'ai été propulsée en arrière. Et là, c'est là où j'ai ouvert les yeux et je me retrouve dans la salle blanche où je me crois au paradis, en fait, en train de vomir, quoi. Quand je raconte ça à ma psy, elle me dit que je suis pas la première à lui raconter ce genre de choses. Elle y croit. Je lui demande si je peux être en lien avec des patients, mais elle me dit non, j'ai pas le droit de faire ça, c'est interdit. Donc elle m'a donné le nom d'une autre personne. Alors je me souviens plus de son nom. C'est quelqu'un qui a écrit un livre, puis elle m'a conseillé de regarder. J'ai regardé. Moi, j'ai pas commandé le livre, mais j'ai commencé à me renseigner sur Internet, à regarder un petit peu de mon côté. J'ai pas vraiment accepté à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai fermé tout ce qui était les voix, les odeurs. J'ai tout fermé. J'ai fermé parce que j'ai eu peur de voir des trucs comme ça, en fait. Le EMI, c'est beau, c'est extraordinaire, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas écouter les voix que j'entends. Je veux pas, en fait. Si tu veux, c'est comme le fantôme quand j'étais petite. C'est le truc que j'avais fermé loin dans ma tête. Tout est remonté à la surface. Donc ça m'a soulagée sur le fait que oui, effectivement, ce que je voyais quand j'étais plus jeune, les petites choses que j'avais vues, c'était réel. Mais j'avais pas envie de m'ouvrir à entendre des voix, voir des choses. En fait, c'est pas du tout mon délire de base. Moi, avant, j'étais cartésienne. Moi, ça n'existe pas, les énergies. Ma mère m'avait emmené voir un magnétiseur quand j'étais adolescente. Ouais, mais j'y croyais moyen, en fait. Pareil, mon ex-copain, il m'a emmené voir un magnétiseur là où j'habite. Je suis allée voir le magnétiseur, j'ai pris un fou rire pendant une demi-heure. J'ai rigolé pendant une demi-heure. J'ai dit, c'est n'importe quoi. Je me dis non, je veux continuer, je veux reprendre ma vie où je l'ai arrêtée en fait. Je veux retourner au boulot, donc je reprends le travail en temps partiel, moi, parce que je veux fuir ma maison avec mon ex-mari. Je lui ai proposé une thérapie de couple qu'il a refusée. Je décide de partir, de le quitter. Le temps de tout mettre en place, je trouve un appartement qu'au mois de juin et je déménage au mois d'août 2023. Donc, si tu veux, j'avais aussi d'autres chats à fouetter que de faire attention à ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je ressentais. C'était loin de mes préoccupations du moment, en plus. En mars 2024, j'ai mon contrôle régulier pour ma tumeur cérébrale. Et là, j'apprends que la tumeur a repoussé. Donc, elle redépasse les 2 cm. Donc là, la neurochir me dit il faut aller faire de la radiothérapie puisque moi je vous opérerai pas une seconde fois parce que elle a eu, je pense, autant peur pendant l'opération que moi après. Et au final, je décide de me renseigner sur la radiothérapie et sur une seconde opération, mais ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'apprends quand je veux récupérer mon dossier médical en avril 2024
Elle refuse de me le donner. En fait, je vais au rendez-vous et là, j'arrive et elle est en pleurs. Et je comprends pas, en fait. Je dis pourquoi elle pleure. Je me dis, elle va encore m'annoncer un truc atroce, tu vois. Là, ça y est, c'est bon, c'est la bonne. Là, je vais y passer, quoi. Et à l'écran, il y a mon ancienne IRM qui est affichée. Donc, je vois 4 cm alors que c'est censé faire la moitié. Et là, je dis, non, mais attendez, tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien entendu. En plus, j'avais mon téléphone, j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu enregistrer. Et là, je dis, c'est quoi cette image? Et elle me dit, non, mais c'est la première opération. Je dis, ok, soulagement, tu vois. Et là, je dis, mais pourquoi vous pleurez? Et là, elle me dit, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas osé vous dire depuis 18 mois. Lors de l'opération, on a ouvert votre boîte crânienne avec le trépan. Le trépan ne s'est pas arrêté. Donc elle me dit, le trépan, normalement, c'est comme une visseuse dévisseuse. Quand ça vient toucher les premières couches du cerveau, ça s'arrête et ça découpe juste le crâne et ça s'arrête et hop, et ça ressort. Sauf qu'elle me dit, avec vous, ça n'a pas fait ça. La machine, elle a traversé et c'est rentré dans le cerveau. On vous a coupé une artère importante cérébrale, ce qui expliquait en fait pourquoi vous avez perdu votre langage. Vous avez fait, donc elle me dit, vous avez fait une hémorragie cérébrale, vous avez fait une hypothermie, vous êtes descendu très très bas, on n'arrivait pas à vous faire remonter. On vous a transfusé 1,5 litre de sang, parce qu'on n'a plus le choix. Et je dis, est-ce que j'ai fait un arrêt cardiaque? Et elle m'a pas répondu, j'ai pas eu de réponse. Et le truc, c'est que ça s'est produit tout de suite à l'ouverture du crâne, en fait. Ce qui explique pourquoi je me suis décorporée et que j'ai vu la machine et que je vois mon cerveau ouvert. Parce que c'est justement au moment où ça a dû se produire, j'ai eu une image. Moi, je suis sortie de mon corps parce qu'en fait, au moment où ils ont tapé dans le cerveau, qu'ils ont coupé l'artère, moi, je suis morte, en fait, je suis partie. Tout se remet en place. Et donc, en fait, j'ai fait un AIT, j'ai fait un accident ischémique transitoire. Les symptômes, c'est l'équivalent d'un AVC, sauf que c'est maîtrisé puisque c'est pendant l'opération. Et j'en ai même pas voulu, en fait. J'ai eu un effet sur le moment, j'ai même pas eu de colère, j'ai eu un effet de choc en me disant, attends, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est quoi ce délire? J'ai même pas eu la preuve de ça, parce que dans les comptes rendus écrits, c'est pas écrit. Ça a été caché. Et donc, moi, je suis allée à Strasbourg pour me renseigner sur la radiothérapie. La radiothérapie, moi, j'étais flippée. J'ai dit non, le mec, il m'a dit, on va passer les rayons dans la glande thyroïde et tout. J'ai dit, c'est bon, moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes hormonaux, donc non. Donc, je suis allée à Paris, je suis allée voir les 2 plus connus, les neurochirurgiens sur les méningiomes à Paris. Tous les 2 ont eu le même discours. Ils m'ont dit, c'est opérable, faut compter 5 heures d'opération à peu près. Il n'y a pas de problème pour opérer. Donc, je suis arrivée chez le premier neurochir. J'arrive devant lui et je lui dis, bah voilà, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai été opérée, mais il y a eu un souci, le trépan a traversé ma tête. Je lui donne mon dossier. Donc, il voit le CD, il voit les images et tout. Puis, il me dit, mais écoutez, je comprends pas entre ce que vous me dites, les images et le compte rendu, il y a rien qui colle, en fait. Je crois qu'on vous a raconté n'importe quoi, vous êtes en train de me répéter du grand n'importe quoi. Qu'en fait, le mec me croit pas. Et là, je te jure, je fonds en larmes et je lui dis, mais attendez, c'est ce que me dit la neurochirurgienne, je l'invente pas, en fait. Et là, il me dit, attendez, il y a quelque chose que je comprends pas parce que sur le compte rendu, il y a marqué AIT, mais sur l'écran, je vois rien. Donc, il appelle en fait son service à lui qui font les images, les radiologues. J'entends la conversation parce qu'on l'entend parler. Il dit, écoute, regarde l'imagerie, je t'envoie. Donc, ils se mettent en lien. Et là, il raccroche. Il me dit, écoutez, je vous présente toutes mes excuses. Parce qu'en fait, effectivement, on est bien venu couper une artère de votre cerveau. Et là, il me montre l'image. Et là, je suis choquée. Il y a eu un impact à l'arrière de mon crâne. Ça veut dire que le trépan, il a traversé toute ma tête. Et il est venu taper l'arrière de mon crâne. Et il faut savoir que quand je me suis réveillée la première fois, moi, j'avais 5 agrafes derrière ma tête. Et j'ai pas compris, parce qu'on m'a jamais averti que je devais être coupée derrière la tête. Et le neurochir, il a tourné son écran, il m'a dit, c'est là. On voit, ça fait comme une onde de choc dans ma tête. Et c'est fait le jour même de l'opération. C'est fait tout de suite après l'opération, en fait. Ce qui est dingue, c'est que mes IRM, je les fais plus à l'hôpital. Je les fais à l'extérieur, là où j'habite. Et dessus, c'est marqué qu'il y a eu des remaniements. Et dans le compte rendu de l'opération, le CR, il a été tapé en avril 2024. Et dessus, tu sais ce qu'elle a écrit? Elle a écrit « pas de transfusion sanguine », alors que j'ai un compte rendu du service d'hémato où c'est écrit qu'on m'a transfusé 1,5 litre de sang. Et j'ai des papiers parce qu'on m'a demandé d'aller faire un contrôle de mon sang après l'opération. Je savais pas ce que c'était, on m'a demandé de faire une prise de sang. Donc j'ai retrouvé tous mes papiers, j'ai fait tout un classeur et tout, j'ai tout relu et j'ai tout compris en fait. Donc tout a été caché. L'accident, ça arrive à tout le monde, parce que là où j'en veux, c'est de pas m'avoir expliqué les choses en fait. Et lors de ma deuxième opération, les âmes, tu sais, que j'ai vues pendant mon EMI, tu vois le nuage de couleurs, ils sont venus au moment où j'étais dans le couloir d'attente pour ma deuxième opération.
Faut savoir que j'ai pris aucun médicament parce que moins j'en prends, mieux je me porte. Donc j'ai dit tant pis si j'ai peur. Je me suis fait de l'auto-hypnose parce que j'ai fait des cours pour qu'on m'apprenne à faire de l'auto-hypnose. Et au moment où j'ai fermé les yeux, ils étaient sous mon lit et j'ai entendu « On est tous avec toi, cette fois-ci ça va très bien se passer ». J'ai fait de l'hypnose à Paris, parce qu'ils acceptent de faire de l'hypnose. Je me suis endormie comme dans du coton, je me suis réveillée comme dans du coton, comme dans mon lit chez moi après une nuit fantastique. Et en fait, j'ai seulement accepté mes capacités qui s'ouvraient à partir du mois suivant. Je suis rentrée chez moi et là, j'ai dit... je les écoute, je les ai tellement entendus, ils m'ont fait pleurer. J'ai pleuré avant de rentrer dans la salle d'opération. Je leur ai dit mais merci et j'avais le cœur qui était plein d'amour, quoi. Ils sont venus me soutenir pour la deuxième opération et ma deuxième opération était fantastique. Mon expérience de mort imminente pendant mon opération, c'est venu révéler tout ce qui se passait dans ma vie et le fait que je subissais ma vie de A à Z. En 3 ans et demi, j'ai tout eu. J'ai eu la maladie, divorce, séparation, licenciement au travail, j'ai tout eu en fait. Ce que quelqu'un fait en 30 ans, je l'ai fait en 3 ans et demi. Heureusement que l'EMI était là parce que je sais pas si j'aurais pu survivre à tout ça. J'ai fait de l'EMDR, j'ai tout mis en place, j'ai réparé toutes mes blessures, tous mes schémas répétitifs, le transgénérationnel, j'ai travaillé sur tout, en fermant mes capacités pendant 18 mois, mais depuis octobre 2024, j'ai ouvert mes capacités. Je voulais rencontrer des gens qui avaient fait des EMI, juste pour échanger. Je suis allée voir une conférence, et là, il y a un gars dans l'assemblée qui est médium. Il entend ce que je dis, parce que je parle de mon EMI et je dis, je viens là pour... au micro, je dis, je veux avoir quelqu'un qui en a fait une et je veux pouvoir parler avec. Donc là, on répond pas mal à quelques questions, comme les rêves lucides, on répond à mes questions sur les voyages astro que je fais, on répond à ce que je vois, ce que j'entends, et je suis perdue, les gens voient que je suis perdue. Ce mec-là, à la fin, il passe, il me glisse un numéro dans la main, il me dit, allez voir ce médium-là. Donc je suis allée le voir. Je suis allée le voir une première fois, il s'est rien passé. J'étais très déçue, j'ai dit bof. Il me dit non mais il faut revenir une deuxième fois, on n'a pas fait le travail, je dis ouais. Puis même lui était déçu, hein, il me l'a dit après. J'y vais une seconde fois, je sais pas, peut-être un mois après. Et là, le truc de malade qui se passe, c'est là où ça a tout déclenché chez moi. J'arrive chez lui et je lui dis voilà, je vois des trucs trash quand même parce que moi les morts qui viennent me parler me montrent comment ils sont morts et je lui dis je comprends pas pourquoi je vois des trucs aussi trash, des trucs aussi dégueulasses. Et là, je sens un truc qui se met à l'intérieur de moi, sur moi, et je sens quelque chose qui me rentre, tu sais, dans tout mon corps. Et là, je fais, ouah, j'en ai la tête qui tourne et tout, et j'ai très très mal à la tête. Et là, j'entends, dis-lui dans l'oreille, dis-lui maintenant, dis-lui. Et là, le défunt me passe plein de messages, et j'entends le mot absence. Sa maman lui manque. J'entends de quoi elle est décédée. Elle est décédée d'un problème au niveau du cerveau, psychique, quelque chose qui va pas. Elle m'engueule en me disant faut que tu lui dises, mais elle se met à l'intérieur de moi et elle parle à ma place. Tu vois, elle m'incorpore en fait. Et là, je lui dis écoutez, je suis désolée, il faut que je vous coupe. Il y a votre maman qui veut vous parler. Je sais pas si elle est décédée ou pas. Puis moi, hyper surprise du truc. Tu dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je suis en mode choquée. Puis je sors des messages et des trucs et je lui dis tout ce qu'elle me dit et je débite. Le gars se met à pleurer. Je fais je dis je suis désolée. Je m'excuse. Je me dis mais j'avais pas prévu de faire un truc comme ça. Et en fait, la séance se switch. C'est-à-dire que dans cette séance-là, c'est moi qui fais le médium. Donc le mec me dit, ouais, mais c'est ma mère, elle est déjà venue comme ça. Alors à ce point-là, pas autant, mais elle est venue, tout ça. Et il me dit, impressionnant, il me dit, vous vouliez une preuve, mais la preuve, vous l'avez en fait. Et je suis ressortie et j'ai dit, je crois que je peux parler aux morts. Et après, ça a été l'acceptation de ça, quoi. Donc là, aujourd'hui, je propose des lectures d'âme, où je me connecte à l'âme de la personne et à la source. Et je fais des contacts défunts. Et j'ai arrêté de faire les dégagements d'entités. J'ai arrêté de faire les nettoyages de lieux parce que moi, j'adore les contacts défunts. Et c'est important de rassurer les gens sur la mort, de leur faire du bien, en fait, de plus avoir peur de la mort. Et tous ceux qui n'ont pas pu entendre les messages de leurs défunts, qui puissent les entendre, je trouve que c'est super important. C'est que de l'amour, en fait. Moi, je veux envoyer que de l'amour aux gens. Les gens ont besoin d'amour. On est dans un monde... il n'y a pas assez d'amour. Les gens se tirent dans les pattes. Il y a du jugement tout le temps. Et l'amour, en fait, c'est le non-jugement. Et on ne sait pas derrière quelqu'un ce qu'il a vécu. On ne sait pas. Moi, je pense qu'effectivement, tous ces trucs hard, c'était pour me réveiller, me secouer. Et je pense que l'expérience de mort imminente, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, en fait, dans la matrice. Pour moi, une expérience de mort imminente, c'est pas écrit au départ.
peut-être que dans quelques années, je changerai d'avis, c'est possible. Mais effectivement, pour moi, l'expérience de mort imminente, c'est le point de rupture. C'est ça qui a réveillé mes capacités on a tous des capacités. Mais sur cette vie-là, moi, je pense que mon chemin, c'est d'être médium et de parler aux âmes, en fait. Et le point de rupture, c'est l'EMI qui a réveillé toutes mes capacités qui étaient déjà là. Je me suis fermée parce que petite, j'ai eu peur. Il y en a beaucoup qui font des EMI et ils ne le savent pas. Et ça fait beaucoup de bien de les entendre parce qu'on se sent pas seul. Et en fait, on n'est pas seul. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours été seule. Je me suis toujours sentie seule. Je me suis toujours sentie à part. Moi, j'étais très hypersensible petite. Quand quelqu'un s'en allait, je pleurais. J'étais toujours triste. Je me suis toujours sentie seule. Même en étant entourée, j'étais seule. Et en fait, on n'est pas seul. Et ça fait du bien de l'entendre. Et cet amour inconditionnel, quand on meurt, il est là. Il est là. On m'a dit, oui, mais t'es pas morte. En fait, t'es revenue. Si, l'âme qui sort du corps, c'est la mort, en fait, du corps physique. Mais l'âme, elle ne meurt pas, en fait. L'âme, elle continue son chemin. L'âme, elle est sur plein de dimensions en même temps, en fait. Tout est parallèle. Je pense que j'ai choisi une incarnation de base pour être médium, mais j'ai pas dû respecter le contrat. Et le MI, en fait, c'est sûrement... Alors peut-être que là où ils l'ont décidé comme ça, je leur ai jamais demandé. Mais pour moi, c'est un point de rupture, ouais. En fait, moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné aux autres. Je me suis pardonné à moi. J'ai ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui. J'ai 2 vies différentes. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.